Est-ce que vous en voyez qui partent de la fonction de prof et qui partent sur autre chose? Moi, j'ai surtout vu le chemin inverse, donc des ingénieurs, des cadres qui se dirigeaient vers des métiers de l'enseignement. J'ai une petite anecdote cette année. On a une collègue qui a démissionné tout simplement à cause d'une dépression. Il faut le dire, c'est un métier où on travaille sur de l'humain, du social, et il faut avoir les nerfs solides. C'est pour ça que quand on se lance dans ce métier, tout à l'heure Myriam, tu disais qu'il faut avoir la fibre. Il faut peut-être pas être fait pour ce métier parce qu'on apprend sur le tas, encore une fois, mais il faut quand même avoir des prérequis et surtout les nerfs solides parce qu'on va assister à certaines choses. On va peut-être parfois être confronté à certaines situations qui vont nous mettre dans la difficulté, parfois contre nous aussi, il faut le dire. Il y a des cas de professeurs qui sont victimes parfois d'insultes, parfois même plus graves. L'immense majorité des professeurs, ceux que je côtoie, que je connais, sont hyper contents de leur métier. C'est pas de la démagogie, mais les enfants sont extraordinaires. Ils peuvent faire des choses. En fait, on s'y attache très 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 vite. Tout à l'heure, tu disais être proche d'eux. Et moi, je leur dis, quand ils sont dans ma salle de classe, ce sont comme mes enfants. À quel moment tu es instituteur? À quel moment tu es toi, Cassim, enseignant à Aulnay-sous-Bois? Moi, on m'a souvent dit que tu allais jouer un rôle. En gros, dans ta salle de classe, tu allais jouer un rôle. Tu dois être toi-même à un moment. Les élèves le ressentent, en plus, ils le voient directement. Si tu es injuste dans ta vie de tous les jours, si tu es méchant dans ta vie de tous les jours, dans ta classe, tu le seras. C'est aussi simple. Pour moi, l'équation, elle est simple. Je sais pas ce que tu en penses, Myriam. Alors que si tu es bienveillant dans la vie de tous les jours, tu aimes aider les autres parce que c'est un métier où tu es là pour les autres. Après, encore une fois, il y a une glace et il ne faut surtout pas la briser. Sinon, la crédibilité s'en va. Les élèves connaissent ton intimité et là, ça devient problématique. Quand on pense au métier de professeur, en fait, on a tendance à repenser à toutes nos années où on était à l'école. Moi, j'ai jamais imaginé en fait la quantité de travail qui était déployée par ces personnes qui venaient tous les jours nous dispenser des cours. J'imaginais pas du tout ça. La première année, c'est la plus difficile pour mettre des barrières parce que quand tu arrives dans ta classe, que tu es face à 24, 26, voire plus d'élèves, c'est impressionnant, vraiment, c'est impressionnant. Tu te sens impressionné parce que tu vois que t'es passé de l'autre côté et tu te dis mince, comment je vais faire, parce que on a conscience en fait des responsabilités. On sait que c'est énorme les poids qu'on a sur les épaules. Les enfants sont censés savoir lire, écrire, compter. Donc nous, on est censé faire en sorte qu'ils apprennent tout ça. Donc on le sait. Et le problème, je me souviens de ma formation avec certains professeurs, c'était de nous dire: n'hésitez pas à vous octroyer du temps pour vous, parce que on arrive tôt le matin pour préparer nos cours. À la pause déjeuner, on prépare nos cours. Le soir, on est encore en train de préparer nos cours. On compte même plus nos heures supplémentaires. C'est vraiment, on va se dévouer corps et âme à ce métier et c'est pas non plus ce qu'il faut faire. Il faut s'accorder un peu de temps, il faut aussi prendre du recul. Les premiers mois, quand on finit le travail, on rentre chez soi et on parle encore du boulot. Il faut se détacher. Ça, je te rejoins complètement, c'est hyper important. Il faut s'octroyer du temps, il faut souffler parce que oui, les profs ont une vie. Moi, quand j'étais élève, pour moi, le professeur, c'était la lumière et il ne faisait rien d'autre à côté. Quand je croisais mon prof au centre commercial, c'était waouh. Il va me dire bonjour, il va pas me dire bonjour. Et du coup... Je crois qu'il lisait à côté. Ah, exactement, c'est ça. Ils partent pas en vacances, ils lisent, bibliothèque. Ils font leurs courses, hein. Exactement. Moi, j'ai croisé des élèves à Aulnay-sous-Bois, au centre commercial à Paris-Nord. Moi, je me souviens, j'avais cette image-là quand je croisais mon prof avec mon père ou ma mère. J'étais en panique. Je me disais, il va me dire bonjour, il va me mettre un banc. Et après, je rentrais le lendemain, je dis même pas calculé, il m'a pas dit bonjour. Et du coup, quand je croise un élève à Paris-Nord, il est en famille, je m'arrête, je vais lui parler. Le plus important, je pense que, comme tu disais, Myriam, c'est de faire la part des choses. Ça veut dire que quand on est dans la salle de classe, on est investi à 200%. Le point important, je pense, c'est de ne pas laisser transparaître ses émotions. Parce que des fois, on vient avec nos problèmes de l'extérieur, on a une vie, on a des problèmes familiaux, personnels, conjugaux, que sais-je, et il faut surtout pas venir avec dans la salle de classe. Quand tu es en classe, tu es à 200%, tu oublies tout pendant 1 heure. C'est peut-être la difficulté, c'est de ne pas emmener ses problèmes personnels à l'école et de ne pas emmener le boulot à la maison quand je rentre le soir. Et finalement, c'est un peu de l'acting, donc le métier d'enseignant... Quand on arrive, on joue un rôle finalement. Oui. Des pas Cassim en classe, le vrai Cassim. Bien sûr, je suis pas le vrai Cassim. Voilà. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité, elle reste. La personnalité, elle reste. Mais oui, tu vas jouer un rôle, ça c'est indéniable. Tu joues un rôle, c'est indéniable. Après, le cadre l'impose également. C'est juste le cadre qui l'impose. Si je travaillais avec mes élèves dans un autre contexte, par exemple dans l'animation, là je serais peut-être Cassim, encore un autre Cassim. Oui. Pas le vrai Cassim, parce qu'il a la barrière, mais je serais le Cassim animateur. Donc mon métier, il m'impose aussi d'adopter une certaine posture, en étant moi-même bien sûr, toujours en étant moi-même, parce qu'on ne peut pas jouer un rôle... Tu vas jouer un rôle la première séance, la deuxième séance, mais après, on va vite t'identifier et le masque tombera. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on vous arrête pas de dire c'est pas fait pour tout le monde, c'est une passion, il faut être capable de...
Vous pensez que du coup c'est fait pour qui? Est-ce que n'importe qui peut devenir prof ou est-ce que vous le conseilleriez à une certaine catégorie de personnes et pas à d'autres? Je pense que les gens vont s'en rendre compte quand ils vont s'orienter vers cette vocation tout seuls. Ils vont juste s'en rendre compte si c'est fait pour eux ou si c'est pas fait pour eux. Vraiment, c'est un métier de passion. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment, peut-être pas dès la terminale, mais dès la première année de post-bac, demander à ses anciens professeurs, est-ce que je peux venir vous voir si on a gardé un bon lien, par exemple? Est-ce que je peux assister à tel ou tel cours? Et dans ton cursus universitaire, ensuite, si tu veux te diriger vers l'enseignement, par exemple, tu fais une licence en histoire, je crois que c'est en troisième année, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais en troisième année, tu peux commencer à faire des stages d'observation officiels, etc., avec une convention. Donc, c'est ce que je préconiserais. C'est quand tu as les 25 élèves devant toi que tu sais vraiment ce que c'est que Ça, que c'est le pour métier. n'importe quelle licence ou c'est certaines licences dans lesquelles tu as cette possibilité-là? Licence histoire, je sais qu'on pouvait le faire. Par exemple, pour devenir institutrice ou instituteur, est-ce qu'il y a un type de licence qu'il vaut mieux avoir plutôt que d'autres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te prépare mieux que les autres? Est-ce que... Je pense pas qu'il y ait un type de licence. Maintenant, oui, si tu as les bases en français, on demande quand même pour passer le concours CRPE et demande le niveau collège. Donc il faut quand même que tu connaisses tous les programmes jusqu'au collège. Si tu as une licence en français, histoire, peut-être que ça va plus t'aider dans tes démarches, mais de là à t'aider sur le terrain, je sais pas s'il y a une licence qui va dépasser une autre. Ça nous fait une belle transition sur du coup vraiment le contenu au quotidien de ce que vous faites, de vos cours et de vos journées. On va commencer du coup par Myriam. C'est quoi en fait votre programme? Qu'est-ce que tu t'enseignes aux enfants? Une institutrice, elle est censée être capable d'enseigner sur toutes les matières. On oublie que t'es pas forcément prof d'histoire ou prof de maths, t'es prof de tout. Prof de tout. Du coup, c'est pour ça que je dis que la première année, c'est la plus compliquée. Parce que pour préparer ces cours dans toutes les matières, ça demande énormément de temps, énormément d'heures sup, énormément de journées à la maison à fouiller dans tes livres, tes catalogues, tout en fait. On vous donne des bases sur lesquelles travailler? On a les programmes de l'éducation, on est censé suivre les programmes. On ne peut pas non plus dévier des programmes de l'éducation nationale. Tout à l'heure, on parlait de l'inspection. Quand l'inspecteur vient, il prend un cahier en général. Généralement, on donne celui du bon ou de la bonne élève. C'est ce qu'on fait en général. Et on est en panique là aussi. On se dit, est-ce qu'il va prendre un cahier au hasard? Et du coup, on est jugé sur ça aussi. On est noté sur ça. Est-ce qu'on suit les programmes de l'éducation nationale? Et ce qui est bien, c'est qu'on a une liberté pédagogique. Donc moi, si je veux dispenser ce chapitre en leur passant une vidéo, je peux le faire. Si je veux les emmener dans un musée, je peux le faire. Si je veux ramener un intervenant, je peux aussi le faire. Si je me souviens bien, en terminale, du coup c'est au lycée, on avait, des professeurs d'histoire géo avaient le choix de traiter certaines études de cas. Quand on avait traité les mémoires, on avait, nous, en tout cas dans notre classe, parlé de la guerre d'Algérie, mais des fois on parlait du régime Vichy. Donc ça se passe comment? C'est vous qui décidez personnellement de... En fait, liberté pédagogique. En géographie, c'est plus simple. On parle d'études de cas. On n'entend pas beaucoup parler de la liberté pédagogique. Liberté pédagogique, ça veut dire qu'on travaille, par exemple, je ne vais pas parler des mémoires parce que je n'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, j'ai pas la classe. Hein. Mais c'est surtout... T'as pas la classe. J'ai pas la classe. Et alors, beaucoup de jeux de mots. Si on prend par exemple les quatrièmes, en géographie, on parle des métropoles. Moi, je peux choisir de travailler sur Paris. Et mon collègue peut choisir de travailler sur Londres. Liberté pédagogique. Mais question bête, on peut pas reprendre le travail d'un autre collègue? On peut s'en inspirer. Hein. Moi, je m'en cache pas. Hein. Je sais pas pour vous. Moi, j'échange beaucoup avec mes collègues. Et mon collègue en histoire me dit, cette séance, elle a cartonné. Les élèves vont accrocher. Je la reprends. Bien sûr, je la retravaille à ma sauce. Mais quand tu dis que tu l'adaptes à ta façon d'enseigner ou aux élèves que tu as? C'est les deux. Ça veut dire que si mes élèves ils ont plus de mal à travailler sur des textes, je vais leur mettre sous forme cartographique ou iconographique et inversement. Donc je l'adapte de cette manière-là et aussi dans la manière dont je le transmets. Il y en a certains avec qui je vais faire un cours magistral. Moi, j'ai des classes avec lesquelles j'ai des classes où il y a beaucoup de perturbateurs. On fait moins d'activités qu'avec les autres élèves parce qu'il faut remplir le programme et il faut avancer. Du coup, il y a plus de cours magistraux que d'activités. Tout à l'heure, tu parlais de la charge de travail, Myriam, c'est de la folie. Honnêtement, la première année, c'est de la folie parce qu'on parlait des compétences et des fiches d'objectifs. Les compétences, c'est tout simplement que l'élève, à la fin de son cycle 4, donc à la fin de la troisième, il doit savoir rédiger un texte, il doit savoir lire une carte, il doit avoir un regard critique sur les documents. Nous, quand on prépare un cours, c'est sur ces compétences-là qu'on travaille. Telle compétence, je vais la travailler sur ce chapitre-là.
Tout mon cours, il va être orienté sur cette compétence-là. Du coup, il y a des attendus sur le fond et la forme également. Enfin, c'est... La forme un peu moins, parce que liberté pédagogique, du coup, la manière dont tu le transmets Non, pas de la un peu façon moins. d'enseigner, mais je parle plus de tout ce qui est méthodologie. Ah oui, etc. ça c'est les Ok. compétences, c'est le socle de compétences. Et ce socle de compétences, il suit l'élève durant toute sa scolarité. Donc en fait, quand on parle de 18 heures de cours ou 24 heures de cours, en fait, les premières années, c'est vous travaillez autant qu'un banquier d'affaires, quoi, c'est ça? Oui, c'est faux. C'est peut-être du 50-60 facile. Hein. Honnêtement, c'est peut-être du 50-60 les premières années. Sachant que nous, en fait, sur notre contrat, il dit que les horaires, ça va être 9h, 16h. C'est faux, parce qu'on vient plus tôt le matin pour faire l'accueil et on reste plus tard le soir, étant donné qu'on ne peut pas laisser partir les enfants. Et ensuite, on va enchaîner avec nos heures sup pour préparer les cours de la semaine ou du jour suivant, et ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, mais il y a une saveur quand tu prépares un cours et que tu le dispenses aux élèves. C'est ton cours. Ça veut dire que tu as réfléchi à comment est-ce que tu vas le transmettre. T'as amené une valeur ajoutée. Exactement. Et tu le vis le cours quand tu le dispenses. Je sais pas comment... Le cours, tu le vis quand tu le dispenses. Tu ne peux pas savoir si ton cours va bien se passer. Tu as beau avoir préparé ton cours pendant 8 heures. Si tel jour, ce jour-là, un de mes petits diables, Souleymane, il a décidé de se rebeller, là, ton cours, il passe à la trappe. Alors que... tu me connaissais Souleymane, alors c'est bon, alors. Non, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tes enfants peuvent te poser une question et ton cours va prendre une totale autre direction. Mais vraiment. Parce qu'elle va être pertinente et tu vas dire, ouais, on peut rebondir là-dessus, c'est intéressant, on peut en parler, on peut avoir des temps débat. Et des fois, c'est plus important que ton cours. Oui, vraiment. Ouais. Mais comment vous faites dans ces cas-là? En fait, lorsque vous avez le choix entre faire quelque chose de très intéressant hors programme et quelque chose du programme que vous n'avez pas le temps de couvrir. Qui dit que ce sera pas hors programme? En général, c'est rattaché au programme. Sinon, je balaye. Moi, honnêtement, si il me parle de la pluie et du beau temps, là, non, c'est pas la peine. Mais si c'est quelque chose qui a un rapport avec l'histoire, on va s'y attarder. Je veux pas faire une séance sur le tas, mais on va en discuter et ça va être une valeur ajoutée. Le point aussi très important, c'est que moi, quand j'étais au collège, j'avais un peu ce sentiment-là où j'allais à l'école, on me transmettait un savoir et hop, je rentrais chez moi. Quand j'ai mes élèves devant moi, j'ai un peu ces petits flashbacks et c'est ce que je leur dis souvent. La date de mort de Louis XIV, on s'en fiche. Si vous ne l'avez pas retenu, il n'y a pas mort d'homme. Par contre, il y a des choses que vous allez apprendre dans cette classe, dans ce collège, et c'est ce qui va vous servir plus tard. Le respect envers les camarades, envers les profs et envers les parents aussi. J'ai reçu une maman, pour la petite anecdote, cette année, et je m'en cache pas, franchement, j'étais vraiment mal, j'avais vraiment les larmes aux yeux. La maman disait des choses devant son enfant, moi, ça m'a vraiment perturbé parce qu'elle a le double de mon âge, elle a l'âge de ma mère, et elle lui disait je vais au travail à 4h du matin avec la boule au ventre parce que j'ai peur que le collège m'appelle. Et moi, ces choses-là, je suis intransigeant avec les élèves. À partir du moment où tu ne respectes pas les parents, ça va mal se passer. Donc ces choses-là qu'on transmet aux élèves, c'est peut-être aussi le vécu dont on parlait au début de l'interview. Mon vécu personnel, mon expérience, l'endroit dans lequel j'ai grandi, ça va m'aider à leur parler de certaines choses. Et ça, les élèves nous le disent. Monsieur, ce que vous nous dites, ou madame, ce que vous nous dites, peut-être qu'on s'identifie à vous, c'est des choses qu'on connaît. J'ai l'impression que vous êtes un peu les grands frères et grandes sœurs par moment, en tout cas dans la façon dont vous en parlez. Moi, c'est plutôt la maman. Ouais. Toi, ils te tutoient. Ils ont le droit de te tutoyer. C'est maîtresse, parfois maman. Parce qu'ils font Ils t'appellent pas Myriam? Non. Maîtresse ou maman pour les maternelles. Les élémentaires, ça peut être Myriam, mais vraiment les maternelles, c'est complètement différent. Mais là où je voulais rebondir, quand tu disais consacrer du temps alors que ça rentre peut-être pas dans le programme de l'éducation nationale, tu peux trouver à chaque fois un lien direct. On peut passer 1 heure à observer une coccinelle, ça rentre dans le monde du vivant. C'est complètement différent des temps modernes et tout. Mais vraiment, si je vois un de mes élèves, je sais pas moi, écraser une fourmi, je vais lui faire une leçon de morale du style mais tu te rends compte, et l'écosystème, on a travaillé sur le printemps et ça rentre là-dedans et tout. Et compétence s'exprimer à l'oral. Il y a la compétence voilà. s'exprimer à l'oral, donc juste le fait d'échanger, t'es dans le programme. Comment tu fais lorsque tu dois parler d'un sujet sur lequel t'es pas expert? Parce qu'il y a forcément des sujets que tu maîtrises plus que d'autres. En plus, tu as fait des études en histoire de l'art. Est-ce que tu es une experte en SVT ou en maths ou en... Vous faites des langues aussi? On fait des comptines en anglais, faut pas non plus pousser. Et bon, ça va. Mais alors du coup, dans des matières sur lesquelles tu es moins formé? Il faut pas hésiter à dire à l'enfant que tu ne sais pas. J'utilise mon téléphone si vraiment l'enfant m'a posé une question, je dis tu sais quoi? On va chercher tout de suite sur internet. Un R du numérique, ça veut dire qu'on ne sait pas, on a un ordinateur, nous on a un ordinateur dans notre salle. C'est pas une honte de dire je ne sais pas. Par contre, t'es professeur, le concours sert à ça aussi, justement, à avoir un niveau scientifique, une rigueur à la fois pédagogique et scientifique, mais tu ne peux pas dire 9 fois je ne sais pas sur 10 questions, ce n'est pas possible. Il en va de ta crédibilité ensuite. C'est bien aussi pour les enfants, par exemple, ça m'est déjà arrivé une fois de me tromper en écrivant la date au tableau. On était mercredi, j'ai écrit mardi, je sais pas. Donc l'enfant va me dire, mais maîtresse, tu t'es trompée. De 1, il a réussi à reconnaître la date.
C'est génial, dans ma tête, c'est feu d'artifice. Du coup, je vais lui dire, ah, tu vois, regarde, même moi, je peux me tromper. Donc, c'est pas grave, on recommence parce que les enfants en maternelle ou même en élémentaire, ils ont peur d'essayer. Parfois, ils vont même pas vouloir faire l'exercice parce qu'ils vont dire, je vais pas réussir. Et ils veulent pas essayer du tout. Tu ne leur dis pas, j'ai fait exprès, c'est pour ça. C'est vrai, Moi, c'était je pour la- voir si ça arrive, ça. Ah, tu suis, c'est bien. C'était pour voir si tu c'est ce que suivais. tu fais tout le temps, c'est ça? Moi, j'ai créé un ordinateur, je suis couvert par la machine. C'est Word, il te souligne en rouge quand tu te trompes. Donc je suis couvert. Moi. La question qui m'intéresse le plus, c'est ce qui vous plaît dedans et ce qui vous déplaît également dedans. Au niveau des points positifs, honnêtement, c'est pas de la démagogie. Encore une fois, il y en a une liste incommensurable. Chaque jour, je viens avec le sourire. Et je pense que c'est la fibre dont tu parlais tout à l'heure. Si je viens au boulot et que je n'ai plus cette fibre-là, j'ai la boule au ventre, là, faut changer de métier. Franchement, il faut changer de métier. On travaille sur de l'humain. À partir du moment où dans ta vie, tu as envie d'aider les autres, tu as envie de dispenser un savoir, apporter une plus-value, bah, tu seras satisfait de toi, tu seras satisfait de ton métier et c'est que du positif. Les enfants sont extraordinaires, ça il faut le souligner. C'est important aussi d'être bien entouré, les collègues. Moi dans mon établissement j'ai la chance, on a un petit noyau dur avec 3-4 collègues et on échange beaucoup. Point négatif, il y a les collègues aussi, il faut être honnête. Moi c'est quelque chose qui m'a choqué. C'est quelque chose qui m'a choqué, comme dans tous les métiers, on va avoir de l'hypocrisie, on va avoir des coups dans le dos, et ça, il ne faut pas se dire, je vais faire prof, c'est le monde des bisounours, tout le monde est gentil avec moi, et je vais m'entendre avec tout le monde. Comme dans tous les boulots, toujours avec la direction, y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent un peu moins, mais c'est le jeu. Mais en définitive, c'est le plus beau métier du monde. Oh là là. Ouais, Mon Dieu. non, moi On je le finit pense sur vraiment. une bonne note. Je le pense vraiment. Ce que j'aime, c'est la polyvalence de mon métier. Je ne suis pas que maîtresse, je suis infirmière, je suis psychologue, je suis la maman, je suis la sœur, je suis celle qui va faire les lacets, qui va soigner les bobos, qui va vraiment tout faire. Et c'est ce que j'aime. Par contre, c'est vrai que c'est un investissement à 3000%, mais c'est ce qui me plaît aussi. Je m'ennuierais, je pense, sinon, dans un autre métier où être derrière un bureau, c'est pas fait pour moi, je le sais, donc non. C'est vraiment le métier pour lequel je suis faite. Maintenant, ce qui me déplaît beaucoup, c'est la situation des professeurs contractuels à l'heure actuelle. Le fait, par exemple, d'avoir assisté à la réunion de pré-rentrée ce matin, je me suis rendu compte qu'ils avaient les informations au dernier moment, qu'ils n'avaient pas le temps de préparer si, par exemple, ils étaient affectés à une nouvelle classe à la rentrée lundi. Ils n'ont rien de prêt. Ils ne savent pas à quel niveau ils vont avoir. On les appelle tout le temps au dernier moment, on peut te contacter, il est 10h pour t'envoyer dans une école à Bagnolet. C'est vraiment l'absence de formation, parce qu'on a décidé de l'école inclusive. Le problème, c'est qu'on a des enfants qui sont autistes, des enfants qui ont des handicaps moteurs. On ne peut pas gérer ça, on ne nous a pas donné les outils nécessaires pour gérer ça. On est perdu au début. Eh ben, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Merci. C'était cool. Merci Mélissa. Merci. À vous. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de Trace ta route. Ciao. Ciao. Ambition Campus.